Le passeport togolais est désormais passé au deuxième rang des documents de voyage les plus avantageux de l'espace UEMOA. C'est ce que révèle le classement 2025 de l'indice mondial de passeports publié par le cabinet britannique Henley & Partners. Sur le plan mondial, le passeport togolais est classé 81e cette année. Il a ainsi gagné 2 places sur le classement précédent. Dans l'espace économique et monétaire ouest-africain UEMOA, c'est le passeport béninois qui occupe la première place du classement. Cependant, il occupe le 74e rang mondial et 16e sur le plan continental. Le Burkina Faso complète le trio de tête de la zone, se positionnant au 82e rang mondial et 25e rang africain. En Afrique, les Seychelles conservent leur statut de passeport le plus puissant. Les îles occupent le 25e rang mondial. En Afrique de l'Ouest, le Ghana et le Bénin sont leaders et classés 74e rang mondial. À l'échelle mondiale, le classement est dominé par le Singapour. Le passeport singapourien permet aux détenteurs de visiter 195 pays sans visa. Il est suivi du Japon qui garantit à ses citoyens 193 destinations sans visa. Le critère principal de ce classement est le nombre de destinations qu'un passeport peut permettre à son détenteur d'accéder sans visa, avec un visa à l'arrivée ou avec une autorisation de voyage électronique. Ainsi, le passeport togolais garantit l'accès à 61 destinations sans formalité préalable. Ces dernières années, le secteur de l'éducation scolaire a fait l'objet d'une attention particulière des autorités avec à la clé plusieurs réformes. Ces engagements vont de l'amélioration des infrastructures à la formation du personnel enseignant. Pour l'année académique 2024-2025, d'autres avancées significatives sont à noter. Afin de renforcer la participation des acteurs dans le secteur de l'éducation, des forats seront désormais organisés et plus précisément pendant le deuxième congé de détente. Adressées aux enseignants, aux parents et aux autorités locales, ces assises visent à renforcer la participation de chaque acteur à la vie scolaire et surtout à améliorer la collaboration entre l'école et la famille. Une autre innovation apportée est l'organisation d'un bac de blanc national. Selon les autorités en charge des enseignements primaires et secondaires, l'initiative a pour but d'offrir aux élèves de terminale un entraînement grandeur nature aux épreuves officielles et renforcer les compétences des enseignants en charge des corrections. Aussi faut-il souligner que le pays s'apprête à tourner une page dans l'enseignement de l'allemand avec l'arrivée d'un nouveau manuel scolaire destiné aux élèves du secondaire. Le manuel Ir und Wir, actuellement en usage, sera remplacé par un nouveau intitulé Und jetzt wir. Le but vise à adapter les supports pédagogiques aux réalités socioculturelles africaines. L'intelligence artificielle, IA, continue de se positionner comme un catalyseur majeur de la transformation des entreprises à l'échelle mondiale. En Afrique subsaharienne, cette révolution technologique se fait de plus en plus sentir dans de nombreux secteurs de l'économie, y compris l'agriculture, la santé, l'éducation et les services financiers. Une étude menée par le cabinet PricewaterhouseCoopers révèle que 65% des entreprises utilisant l'IA dans la région ont observé une amélioration de leur situation financière. Ce chiffre témoigne de l'impact croissant de cette technologie dans un environnement économique souvent marqué par des défis structurels. L'IA offre aux entreprises un éventail de possibilités pour optimiser leurs opérations en réduisant les coûts opérationnels grâce à l'autonomisation et en améliorant la prise de décision à travers des analyses de données plus fines. Les entreprises parviennent à accroître leur efficacité et leur rentabilité. Par ailleurs, l'IA permet une meilleure personnalisation des services et une anticipation plus précise des attentes des consommateurs, contribuant ainsi à l'augmentation des revenus. Cependant, la transition vers l'IA n'est pas sans défi. En Afrique subsaharienne, le manque de compétences locales en technologie de l'intelligence artificielle et l'insuffisance des infrastructures restent des obstacles majeurs. Pourtant, pour les entreprises qui réussissent à franchir ces barrières, l'IA devient un levier de compétitivité, offrant des perspectives de croissance durable.
Si les obstacles à l'adoption de l'IA demeurent, ces bénéfices pour les entreprises africaines pourraient se traduire par une transformation profonde des modèles économiques et une amélioration notable de leur compétitivité sur le marché mondial. Le Togo a connu de 2020 à 2023 une augmentation de 1,2% de son parc de climatiseurs, atteignant près de 1,3 million d'appareils. La question qui se pose ainsi est pourquoi cette hausse? En effet, la chaleur devient de plus en plus difficile à supporter avec le changement climatique et les climatiseurs offrent un confort inestimable. Mais ce confort n'est pas sans conséquences. Les climatiseurs contiennent des réfrigérants très nocifs pour la couche d'ozone et le climat. De plus, la gestion des appareils en fin de vie est souvent chaotique. Beaucoup d'entre eux finissent abandonnés dans des dépôts informels ou sont donnés à des artisans qui, sans les précautions nécessaires, récupèrent les pièces réutilisables. Ce processus informel contribue à la pollution des sols et de l'air. De nombreux climatiseurs hors service continuent d'être jetés de manière irresponsable. L'on imagine souvent que leur impact disparaît une fois hors d'usage, mais c'est l'inverse. De plus, non seulement ces déchets électroniques et électriques s'accumulent, mais le manque d'infrastructures adéquates pour leur traitement aggrave le problème. Le recyclage des climatiseurs n'est pas simplement une question de récupérer les matériaux, mais surtout d'extraire et de traiter correctement les substances toxiques qu'ils contiennent. Ces substances, si elles ne sont pas manipulées avec soin, représentent un véritable danger pour l'environnement et la santé des populations. Face à cette situation, le gouvernement togolais prévoit mettre en place un système structuré de récupération et de recyclage des climatiseurs usés. Ce système va donc inclure la collecte, le traitement sécurisé des appareils hors usage, l'extraction et le stockage sécurisé des substances toxiques, le recyclage des matériaux métaux et plastiques tout en respectant les normes environnementales. Au Soudan, les forces de soutien rapide et leurs alliés ont paraphé samedi une charte visant la formation d'un gouvernement parallèle dans un pays déchiré par la guerre. L'annonce de cet exécutif bis doit avoir lieu dans les prochains jours selon un chef rebelle. Les partisans de cette initiative ont convenu que le Soudan devrait être un État laïque, démocratique et non centralisé, doté d'une armée nationale unique, tout en préservant le droit des groupes armés à continuer d'exister. L'Organisation des Nations Unies a déjà fait part de son appréhension, la formation de ce gouvernement contribuant, selon les experts, à l'éclatement du pays. Le Soudan est en proie à la guerre depuis le 15 avril 2023. Elle oppose les paramilitaires du général Mohamed Hamdan Daglo à l'armée dirigée par Abdel Fattah al-Burhan, deux hommes à l'origine du coup d'État contre la transition en 2021. Le conflit a fait plus de 12 millions de déplacés, selon l'ONU. C'est une première. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a condamné vendredi le Rwanda pour son soutien aux rebelles du M23 qui écument l'Est de la République démocratique du Congo, avant d'appeler à un cessez-le-feu inconditionnel. Il n'y a pas d'issue militaire au conflit dans l'Est de la République démocratique du Congo. L'offensive du M23, soutenue par le Rwanda, doit cesser. La priorité va à la conclusion d'un accord de cessez-le-feu effectif, inconditionnel et immédiat. La RDC, dont l'armée peine à contenir les assauts du M23, n'a pas fait l'économie de sa satisfaction après ce changement de cap du Conseil de sécurité des Nations Unies. Il a fallu beaucoup de temps au Conseil pour réunir les consensus, certes. Mais le Conseil a fait preuve de dépassement. Et je voudrais pour cela, au nom du gouvernement de la République démocratique du Congo, de toutes les filles et fils de la République démocratique du Congo, en particulier ceux de Bunagana à Kamanyola, en passant par Goma, Sake, Minova, Nyabibwe, Kale, Kavumu et Bukavu. Je voudrais donc remercier tous les membres du Conseil indistinctement. Mis au banc des accusés pour son soutien aux rebelles congolais, le Rwanda a fait savoir que tout résultat qui ne prendrait pas au sérieux ses préoccupations en matière de sécurité
n'offrirait pas de solution durable au conflit. Les Sud-Africains renouent-ils avec l'enfer de coupures de courant? La question mérite d'être posée alors qu'elle avait annoncé samedi la limitation de la fourniture d'électricité jusqu'à nouvel ordre. La Société publique d'électricité a serré la vis depuis dimanche matin. Eskom justifie cette mesure par les pannes au niveau de ses centrales à charbon. Des écueils devenus quasi endémiques alors que ces infrastructures vieillissantes fournissent environ 80% de l'électricité dont a besoin le pays le plus industrialisé du continent. La société a lancé la phase 6 des délestages ce dimanche. Mesure essentielle est prise pour reconstituer les réserves d'urgence et préparer la semaine à venir, tente-t-elle de rassurer. Fin janvier déjà, des coupures de courant étaient enregistrées en Afrique du Sud après un répit de 10 mois. Des coupures enclenchées ces week-ends interviennent a fortiori à l'approche de l'hiver dans le pays d'Afrique australe. Village d'Ouirgan au Maroc, Khalil Morad El Gilali inspecte des maisons en terre. Cet architecte veut construire ici un complexe de 200 maisons en utilisant le pisé, une technologie ayant servi à la construction des célèbres cases-basses du Maroc. Son ambition prône le retour des matériaux naturels au royaume chérifien. Que ce soit une architecture de terre ou de pierre, c'est pour moi une manière de renouer avec nos traditions ancestrales notamment, et puis notre culture constructive qui fait finalement qui fait notre identité et qui est de plus en plus dénigrée ou rejetée de par les différents acteurs, que ce soit professionnels ou acteurs sociaux. Les partisans de cette technologie mettent en avant la masse thermique élevée des constructions qui ralentit le passage de la chaleur. La technique de construction en terre a commencé à disparaître pour laisser la place à ces matériaux nouveaux. Le grand nombre a fait qu'on a poussé vers les matériaux nouveaux, mais aujourd'hui, il y a un retour en arrière parce qu'aujourd'hui, on a un grand souci d'économie dans l'énergie, dans le confort de vivre, et donc forcément, on reconsidère, on reprend les caractéristiques des matériaux locaux qui sont la terre ou la pierre dans certaines régions, et donc voilà, on y revient forcément, et ce n'est pas uniquement au Maroc qu'on y revient, c'est un peu partout. Ce matériau aujourd'hui, et bien sûr aussi, est en train d'évoluer. Mais les professionnels sont formels, de nouvelles solutions technologiques sont nécessaires si l'on veut que ces bâtiments se répandent. Le Hamas a libéré 6 otages israéliens samedi. Les 5 premiers ont été présentés sur un podium, encadrés par des combattants armés et cagoulés. Lors d'une cérémonie dans la bande de Gaza, une mise en scène déjà condamnée par Israël. Parmi ces otages figurent 3 Israéliens kidnappés alors qu'ils assistaient au festival de musique Nova et un autre enlevé dans le sud d'Israël lors des attaques du 7 octobre 2023. Les 2 derniers hommes libérés samedi étaient détenus par le Hamas depuis une dizaine d'années. Ils étaient entrés dans la bande de Gaza de leur propre chef. Israël, de son côté, devrait accorder la liberté à 602 prisonniers palestiniens. C'est le 7e échange d'otages et de prisonniers entre les 2 parties. Il s'inscrit dans le cadre d'un cessez-le-feu conclu le 19 janvier dernier. Ils attendaient que leurs proches soient libérés par Israël, mais l'espoir de ces familles palestiniennes a été brisé. L'opération a été reportée sine die. Le Premier ministre israélien exige du Hamas des garanties sur la libération des prochains otages israéliens. Depuis 16 ans, nous attendons ce jour, espérons la libération de notre fils comme celle des autres prisonniers et de leurs familles. Nous continuons d'espérer que cela arrivera bientôt. La souffrance d'aujourd'hui est une continuation de la souffrance que nous avons endurée pendant les années de son emprisonnement. Benjamin Netanyahou a annoncé sa décision tôt dimanche, alors que les véhicules militaires qui escortent habituellement les bus transportant les prisonniers quittaient les portes ouvertes de la prison d'Ofer. Ils veulent briser notre joie par tous les moyens, mais par Dieu, quoi que fasse l'armée d'occupation, ils n'y parviendront pas.
Nous attendons notre fils depuis son incarcération il y a 16 ans. Nous n'avons eu que des contacts limités avec lui, mais nous restons inébranlables et espérons que par la volonté de Dieu, nous atteindrons notre objectif et que notre message atteindra le monde entier. Nous respectons le droit et nous voulons vivre. Nous voulons que nos enfants nous entourent. Nous voulons faire la fête et nous réjouir d'être avec eux. Au total, 620 prisonniers sont concernés par cette libération qui devait intervenir après celle des 6 otages israéliens samedi. Ce report n'est pas sans appréhension sur la trêve conclue en janvier entre le Hamas et Israël.